et bon réveil, nous sommes le jeudi 3 septembre, vous êtes sur I24, merci d'être avec nous, voici les titres à la une de l'actualité. C'est l'image qui fera peut-être taire le monde, une photo tragique qui symbolise la crise des migrants, le corps d'un petit garçon âgé de 3 ans, mort noyé dans le naufrage de 2 embarcations transportant des Syriens. On y revient largement ce matin. Et dans ce contexte, on note de plus en plus d'élan de solidarité. La police allemande submergée par les dons, distribution de repas et même accueillir des migrants chez soi. L'aide aux réfugiés par des particuliers fleurit un peu partout en Europe ces derniers jours. Journée noire en Île-de-France ce mercredi avec la mobilisation de milliers de tracteurs. Les agriculteurs l'avaient annoncé début août. Ils mettent leurs menaces à exécution, bloquer la capitale pour faire entendre leur exaspération. Et puis le suspense est sans doute terminé. Le président américain devrait sortir victorieux de la bataille au Congrès sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Barack Obama obtient le ralliement de suffisamment de sénateurs pour lever les sanctions américaines. Le vote aura lieu dans 15 jours. Enfin, on l'appelle l'Oscar Schindler d'Irak. Steve Maman est un homme d'affaires canadien passionné d'automobile. Mais depuis plusieurs mois, il se voue à une autre cause, celle des minorités yézédies chrétiennes capturées par Daesh. Notre envoyé spécial s'est rendu sur place. Les images à suivre dans cette édition. C'est donc l'image qui fait la une un peu partout ce matin. Image tragique, symbole de cette crise des migrants. Sur une plage turque, le corps d'un petit garçon âgé de 3 ans, mort noyé dans le naufrage de 2 embarcations transportant des Syriens. Ces bateaux étaient partis dans la nuit de mardi à mercredi de la ville côtière turque de Bodrum à destination de l'île grecque de Kos. Rapidement prévenus par les cris des naufragés, les sauveteurs ont repêché 12 corps sans vie, parmi lesquels celui de ce jeune garçon. Ces photos ont envahi les réseaux sociaux sous le hashtag « l'humanité échouée ». Voilà, et c'est précisément vers la Grèce que continuent d'affluer des milliers de migrants où les autorités se disent totalement dépassées, alors que l'Autriche et l'Allemagne sont confrontés à un afflux record. La Hongrie a de nouveau empêché les réfugiés de rejoindre ces pays en train. Le point sur les derniers développements sur cette crise des migrants avec Julia Ganancia. La pratique fait polémique. En République tchèque, la police inscrit des numéros sur les mains de 214 migrants interpellés à bord d'un train venant d'Autriche et de Hongrie. Ils sont en majorité syriens. Le procédé rappelle inévitablement celui utilisé par les nazis pour identifier les prisonniers des camps de concentration. En Grèce, la situation n'est pas meilleure. Quelques 4300 migrants, dont beaucoup de réfugiés syriens, ont été acheminés par les autorités grecques entre mardi soir et mercredi matin dans le port du Pirée. Objectif, soulager l'île de Lesbos au risque d'augmenter les flux d'exilés et les tensions dans le nord de l'Europe. Car pour la plupart, il ne s'agit que d'une pause avant de continuer le périple vers le nord de l'Europe en empruntant la route des Balkans. Ce que je veux dire aux Hongrois, c'est pourquoi vous voulez arrêter les Syriens et les autres? Pourquoi? Nous voulons juste une belle vie et puis la paix. Nous sommes tous des humains. Nous sommes des humains. En France, c'est la présence de migrants sur les voies d'accès au tunnel sous la Manche qui a paralysé pendant des heures le trafic Eurostar entre Paris et Londres dans la nuit de mardi à mercredi. Un des trains a dû être évacué. Les 700 passagers sont restés bloqués près de Calais. Selon une source policière, les migrants étaient entre 100 à 150, mais le ministre de l'Intérieur rappelle que ces intrusions ont nettement diminué. Le nombre d'intrusions a diminué, mais il y en a encore. Nous avons diminué considérablement ces intrusions. Notre objectif est de les réduire à 0. Eurotunnel a dénombré jusqu'à 2000 tentatives d'intrusion par nuit fin juillet, avant une décrue à 100 ou 200 en moyenne ces derniers jours. Mais au moins 9 migrants sont morts aux abords du site depuis début juin. Quelques 3000 réfugiés venus principalement d'Afrique séjournent à Calais et ses environs et cherchent régulièrement à passer en Angleterre, qu'ils considèrent souvent comme un Eldorado. Et face à cette situation où l'Europe est dépassée, le pire sans doute à venir. Plusieurs décisions d'urgence ont été prises ces dernières heures. On voit ça avec vous, Myriam Danan. Effectivement, Barbara. Alors, le sentiment d'urgence semble croître au sein de l'Union européenne. Une première réunion avait été annoncée pour le 14 septembre pour cette crise des migrants qui semble déstabiliser l'Europe. Et elle a finalement été, encore une fois,
avancer. Il y aura bien cette réunion le 14, une autre est prévue également le 4 et 5 septembre au Luxembourg. À l'ordre du jour, une autorité du droit d'asile, parce qu'il faut coûte que coûte aujourd'hui un alignement des conditions pour ces réfugiés qui se présentent aujourd'hui au sein des pays. Alors comme d'habitude, des voix discordantes au sein de l'Europe. On a déjà l'Allemagne, la France ou encore l'Italie qui sont d'accord pour réexaminer de fond en comble ce droit d'asile et en créer un européen plus unifié, plus égalitaire entre les différents pays. Et puis de l'autre côté, on a les pays du Nord qui ne cessent également de protester, notamment contre le manque d'identification de l'arrivée de ces migrants, avec des reproches clairs qui sont faits, notamment en direction de l'Italie et de la Hongrie, parce que si ces migrants ne sont pas identifiés, eh bien ce n'est pas le premier pays sur lequel ils arrivent qui recevra ce fameux dossier de droit d'asile, mais peut-être le second ou encore le troisième. C'est notamment ce qui se passe en Allemagne. Voilà, il faut souligner que l'Europe est de plus en plus désemparée face à cette crise. On voit les tragédies se succéder, les images difficiles se succéder. Les images difficiles se succèdent, les drames également. On parle également de 3000 migrants qui ont été secourus seulement au cours des 48 dernières heures. Et puis aujourd'hui, deux objectifs qu'il va bien falloir trouver un moyen de remplir pour l'Europe et un moyen de remplir ensemble pour l'Union européenne. D'abord, gérer les arrivées massives de ces migrants et faire quelque chose de ce malheur humain. Aujourd'hui, des dizaines et des centaines de milliers de personnes qu'on ne peut plus repousser à la mer, évidemment, qu'il faut savoir accueillir aujourd'hui et peut-être également éparpillés de façon un peu plus équitable au sein des pays européens. Et puis d'un autre côté, il faut trouver un moyen de freiner les nouveaux départs. Et puis alors là, l'ONU s'en mêle, même si beaucoup de mal également à former une nouvelle résolution. Une nouvelle résolution est en discussion à l'initiative de la Russie cette fois-ci. Il s'agit d'une intervention navale en haute mer, pour le moment dans les eaux internationales et pas dans les eaux libyennes. Le problème d'une telle résolution, c'est que ça permettrait de gérer peut-être davantage et d'éviter des centaines de drames en mer, mais ça ne permettra pas de freiner les départs depuis la côte libyenne. Merci beaucoup pour ces précisions, Myriam. Et dans ce contexte, on note ces élans de solidarité. Je vous le disais, la police allemande est submergée ces jours-ci par les dons. La distribution de repas voit le jour également un peu partout en Europe. L'aide aux réfugiés par des particuliers fleurit donc un peu partout. Julien, quelques exemples avec vous. Oui, mais on parle souvent des violences de l'extrême droite en Europe contre les migrants. Il faut également noter donc ces exemples de solidarité et ils sont nombreux. On va d'abord voir cet exemple en France. C'est un exemple parmi d'autres. Ce site internet Calme pourquoi en fait ce sont les initiales de Comme à la maison. Ça a été créé par une association pour permettre de mettre en relation des particuliers qui voudraient héberger des migrants et des réfugiés qui cherchent un toit. Ils tablent sur un accueil d'une vingtaine de personnes d'ici la rentrée. Le placement, c'est sur la base du bénévolat, même si les migrants peuvent participer aux frais, évidemment, s'ils en ont les moyens de pouvoir aider la famille. L'association espère tout de même recevoir des aides de l'État d'ici quelques mois. En Allemagne, à présent, vous l'avez dit, il y a ces dons tellement importants que la police allemande a été obligée de demander sur Twitter d'arrêter les dons parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire, ils ne savaient plus comment gérer, comment les gérer exactement, comment gérer l'importante quantité d'argent, de nourriture. Cette plateforme que vous voyez en ligne, c'est une plateforme semblable à celle de Calme. C'est une sorte de Airbnb local. Notez que l'Allemagne, c'est la première destination de demande d'asile en Europe. On table sur 800 000 demandes d'asile jusqu'à la fin de l'année 2015. C'est un record historique. Et 2200 migrants sont arrivés dans ces derniers jours. En Islande, enfin, à présent, une page Facebook rejoint par plus de 15 000 personnes, c'était le chiffre ce matin, qui demandent au gouvernement de faire davantage pour accueillir les migrés. Voilà, et si les Islandais se sont réveillés et se mobilisent sur Facebook, c'est à cause de la politique migratoire du gouvernement. Et oui, parce que le gouvernement, en fait, a décidé plutôt qu'il allait accueillir 50 migrants en 2 ans. 50 migrants, c'est évidemment même pas une goutte face aux milliers de personnes qui arrivent. Du coup, les internautes se mobilisent pour accueillir les migrants syriens chez eux. Et c'est parti de l'initiative d'une écrivaine locale qui a appelé le gouvernement à faire davantage. Elle a dit, moi, je connais 5 personnes qui peuvent accueillir. La ministre des Affaires sociales n'a pas tardé à réagir en disant, je suis prête à en faire davantage. Elle n'a pas dit de chiffres. En tout cas, il y a déjà un formulaire qui a été mis en ligne sur Internet pour savoir qui serait intéressé pour accueillir les réfugiés. Mais on en a encore aux déclarations d'intention. Voilà, mais le gouvernement pourrait donc changer sa politique sous pression populaire. Merci beaucoup pour ces exemples. Julien, voilà pour ce dossier des migrants qu'on continue évidemment de suivre de près. Et puis cette journée noire, je vous le disais, en Ile-de-France, des milliers de tracteurs convergent en ce moment vers Paris. Les agriculteurs l'avaient annoncé début août et ils mettent leurs menaces à exécution, bloquer la capitale pour faire entendre leur exaspération
consommation. Alors que les prix de vente de leurs produits comme le lait et la viande se sont effondrés, leurs charges ont augmenté de manière exponentielle. Alors cette mobilisation est donc la poursuite du mouvement lancé cet été. On se replonge dans cette crise des éleveurs. Quelles sont leurs revendications? Qu'ont-ils déjà acquis? Solal Azerwal. Un été de détresse pour les paysans français. Une série de crises a successivement frappé les productions laitières, bovines et porcines. Dévasté par l'effondrement des prix, le monde agricole subit la conjoncture. Et les causes sont multiples. Fin des quotas laitiers en Europe, embargo russe sur les produits agroalimentaires, ralentissement économique de la Chine qui réduit donc ses achats. Désastreux pour les producteurs français, ce contexte mondial provoque une surproduction généralisée de lait et de viande. Touchés par l'effondrement des cours, les paysans français subissent aussi la concurrence de leurs voisins européens, malgré la politique agricole commune censée les protéger. Enfin, les agriculteurs dénoncent la guerre des prix entre les enseignes de la grande distribution. Que les entreprises gagnent de l'argent, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'ils considèrent les producteurs comme des apporteurs de matières premières qui veuillent toujours acheter le moins cher possible. Cette baisse des prix tire la chaîne de production vers le bas. Première exportatrice européenne de blé tendre, la France a vu le cours de cette matière première perdre plus de 40 € depuis début juillet. En cause, la surabondance de l'offre mondiale. Les organisations d'agriculteurs réclament donc une aide immédiate pour sortir les paysans du surendettement, estimé à plus d'1 milliard d'euros. Selon les syndicats agricoles, ce surendettement est dû à des normes contraignantes et qui changent trop rapidement. La FNSEA réclame donc une pause réglementaire, c'est-à-dire un moratoire d'1 an sur toute nouvelle mesure d'ordre social ou environnemental. Et les agriculteurs français savent se faire entendre. Cet été, ils ont organisé plus de 500 opérations coup de poing. Un mot de politique avec ce changement surprise au gouvernement. Contre toute attente, la secrétaire d'État à la ville devient la ministre du Travail, nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri. Elle est la benjamine du gouvernement, âgée de 37 ans à peine. Son nom n'avait jamais été avancé. Portrait de cette étoile montante de la gauche avec Solal Azerwal. Elle est la 3e locataire de la rue de Grenelle depuis le début du quinquennat. Peu connue du grand public, Myriam El Khomri est née à Rabat en 1978 d'une mère bretonne, enseignante, et d'un père marocain, commerçant. Adhérente au Parti socialiste depuis 2002, elle est aujourd'hui propulsée à la tête du ministère du Travail, un poste stratégique dont la principale mission est d'inverser la courbe du chômage. Mon cap est clair. L'emploi est la priorité de ce gouvernement. Vous pouvez compter sur ma détermination et ma combativité, et il faudra également compter sur mon optimisme. Oui, il nous reste du chemin à parcourir, mais notre pays regorge de talent, de créativité, d'envie d'entreprendre. Il dispose de nombreux atouts. C'est avec cette conviction que j'entends remplir le mandat qui m'est confié aujourd'hui par le président de la République et le Premier ministre. Fidèle de François Hollande, l'ancienne secrétaire d'État à la ville de 37 ans est la benjamine du gouvernement. D'autres noms circulaient pour remplacer François Rebsamen, notamment Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Alain Vidaliès, le ministre des Transports, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. De nombreux défis attendent Myriam El Khomri, inverser la courbe du chômage et trouver un travail aux 3,5 millions de demandeurs d'emploi. En bref, les juges français chargés de l'enquête sur la mort de Yasser Arafat ordonnent le non-lieu. L'avocat de la veuve du raïs palestinien a déclaré qu'ils allaient faire appel de cette décision. Le non-lieu a été ordonné faute de preuves suffisantes pour déterminer si la mort d'Arafat était bien un assassinat. Aux États-Unis, le suspense est terminé. Le président américain devrait sortir victorieux de la bataille au Congrès sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Barack Obama obtient le ralliement de suffisamment de sénateurs pour lever les sanctions américaines. Le vote aura lieu dans 15 jours. Léa Volbert, vous nous en dites un petit peu plus. Exactement. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une victoire pour Barack Obama puisque la sénatrice démocrate Barbara Mikulski a annoncé hier qu'elle voterait en faveur de l'accord
l'accord sur le nucléaire iranien. Ce ralliement très important s'ajoute à celui de 33 autres sénateurs démocrates. Ils sont désormais 34 sur les 100 sénateurs qui composent le Congrès. Ils forment donc une minorité courte mais suffisante pour assurer une victoire lors du vote final qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Alors beaucoup, y compris au sein des démocrates, soulignent les faiblesses et les ambiguïtés du texte. Même Barbara Mikulski le concède. Aucun accord n'est parfait, surtout un accord négocié avec le régime iranien. Ce sont ses propres mots. Néanmoins, l'équipe d'Obama continue de s'évertuer à défendre ce pacte, à commencer par le secrétaire d'État John Kerry, qui, en déplacement à Philadelphie, s'est exprimé. On l'écoute. Nous avons analysé minutieusement chacune des mesures que nous pouvions prendre afin d'empêcher de manière possible l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire. Et bien sûr, nous étions au courant du fait que chaque proposition, chaque condition, chaque détail devrait pouvoir être passé à la loupe. Et c'est pour cela qu'on a été très clair depuis le début sur le fait qu'on ne se contenterait pas d'un accord qui ne soit pas complet, vérifiable, efficace et durable. Alors, tout n'est pas joué pour autant, puisque les républicains du Congrès ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront voter une résolution de désapprobation d'ici au 17 septembre. Cette résolution interdirait tout simplement à Washington de lever la plupart des sanctions contre Téhéran, comme le prévoit l'accord en l'état actuel. Alors, Barack Obama opposera très probablement son veto à cette résolution et il peut désormais être relativement serein quant à l'issue du vote final, puisque quand bien même les républicains parvenaient à faire barrage au Congrès, le vote du Sénat qui arrivera plus tard garantira le passage de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, sans utilisation du droit de veto. Merci beaucoup Léa. On va décrypter ce développement avec vous, Daniel Haïk. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors le Congrès risque quand même de voter contre la levée des sanctions. On sait aussi qu'une majorité d'Américains est contre cette levée des sanctions, mais Obama va quand même pouvoir faire passer le texte. Oui, il va pouvoir faire passer le texte. Ce 34e député ou élu américain va empêcher tout simplement le fait que Barack Obama, après avoir mis son veto, eh bien, il n'aura pas la possibilité de contourner. Le Congrès n'aura pas la possibilité de contourner le veto américain, le veto du président américain pour essayer d'aller contre cet accord. Et c'est le grand succès de Barack Obama. Mais dans ce succès, il y a un semi-échec. C'est-à-dire que malgré tout, et on a vu les dirigeants américains affirmer il y a quelques semaines que le seul pays qui était opposé à cet accord, c'était Israël. Et bien finalement, le second pays opposé à cet accord, c'est aussi les États-Unis, parce qu'il y a l'ensemble des républicains qui sont opposés, et il y a une partie des démocrates qui, malgré tout, il y a 2 démocrates, Menendez et Schumer, qui se sont affirmés déjà opposés catégoriquement, mais il y a eu plusieurs députés qui ont longuement hésité et qui n'ont cédé que finalement après des pressions de la part de la Maison-Blanche. Donc ce n'est qu'un succès, c'est ce que l'on dit dans l'entourage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est que la victoire de Barack Obama ne signifie pas obligatoirement un échec de la politique et de l'approche de Benjamin Netanyahou. Succès mitigé pour l'un, revers mitigé pour l'autre. Revers mitigé, bien entendu. Benjamin Netanyahou aurait voulu pouvoir faire en sorte que cet accord ne passe pas au Congrès. Il n'y est pas parvenu, mais il le savait quasiment d'emblée. Ce qu'il est parvenu à faire au cours des dernières semaines, c'est qu'il a réussi à ébranler, on va dire, une forme d'autosuffisance de certains responsables démocrates en particulier. Il a réussi à attirer leur attention sur des carences à l'intérieur de cet accord. Et cela a poussé ces députés, ces élus démocrates, à aller voir à la Maison-Blanche et à leur dire attention, nous sommes prêts à soutenir cet accord à condition qu'il y ait effectivement des garanties, une vigilance accrue de la part de la Maison-Blanche face on peut dire, à la duperie des Iraniens. Pourtant, les journaux israéliens ne sont pas tendres. Ce matin, avec Benjamin Netanyahou, vous les avez lus comme moi, notamment un édito du Haaretz qui titre à la une que Benjamin Netanyahou n'est plus l'expert en politique américaine qu'il croyait être. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Amérique a changé? Est-ce que Benjamin Netanyahou a baissé sa garde? Non, il ne faut pas s'attendre à la part de Haaretz qu'il vante les mérites de Benjamin Netanyahou, c'est clair. Mais ce que l'on peut dire, d'abord on le mesurera avec quelques mois de recul, on va voir. Et j'ai le sentiment qu'au cours des prochains mois, on va assister à une sorte de réajustement des relations entre Israël et les États-Unis, des relations même personnelles entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, sans s'attendre. Parce que cette crise iranienne sera derrière eux. Parce que cette crise d'abord sera derrière eux, mais parce que aussi ces députés
députés, ces élus démocrates ont obligé la Maison-Blanche à essayer de faire en sorte qu'Israël ne sorte pas perdant de cet accord de Vienne. Et donc, lorsqu'on dit cela, eh bien, on dit que finalement, malgré l'opposition catégorique de Benyamin Netanyahou, Israël, au lendemain de ce vote du 17 septembre, qui doit intervenir dans les prochains jours, eh bien, Israël va recevoir des compensations substantielles, va recevoir un package, une enveloppe solide de plusieurs milliards de dollars avec des améliorations, les F-35 furtifs, l'amélioration du dôme de fer, tout faire pour protéger Israël et pour maintenir sa sécurité, sa supériorité sécuritaire, et sur deux points, pas seulement face à l'Iran, mais aussi face à l'Arabie Saoudite, qui elle aussi va exiger de la part des Américains de nouvelles compensations. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que finalement, Israël va retrouver ses billes d'une certaine manière, et on parle aussi d'une rencontre en novembre prochain entre Benyamin Netanyahou et Barack Obama à la Maison-Blanche, peut-être une rencontre d'apaisement entre les deux leaders. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Gaza, invivable d'ici 2020. C'est le cri d'alarme lancé par l'ONU. La bande de Gaza, éprouvée par plusieurs guerres, et le blocus israélien pourrait devenir inhabitable si les tendances économiques actuelles persistent ces 5 prochaines années. Joseph Emmanuel. Gaza, invivable d'ici 2020. C'est l'inquiétude de la CNUSED, un organe onusien chargé du développement et du commerce de plusieurs zones dans le monde. Gaza, un territoire de 362 km², bordé par Israël à l'est, l'Égypte au sud et la mer Méditerranée à l'ouest. Ses presque 2 millions d'habitants en font l'un des territoires les plus peuplés du monde. Pour les économistes de l'ONU, les conséquences sociales, sanitaires et sécuritaires de cette très forte densité démographique sont le principal facteur qui risque de faire de Gaza un lieu invivable d'ici 2020. L'économie est toujours dans une période de ralentissement. Beaucoup d'infrastructures ont été détruites. Beaucoup d'industries et de petits ateliers de travail ont été détruits et n'ont pas encore repris leur travail. Je dois ajouter que l'argent des donateurs n'arrive pas comme prévu. L'argent n'arrive pas et beaucoup ne comprennent pas, car Gaza fait partie des territoires les plus aidés par la communauté internationale. Un problème de liquidité auquel s'ajoutent les effets persistants de la retenue par Israël des recettes douanières palestiniennes. Israël a retenu des recettes douanières palestiniennes au cours des 4 premiers mois de 2015, des sommes recueillies au nom de l'autorité palestinienne. Cela a un effet très négatif sur l'économie. De son côté, Israël reconnaît avoir bloqué certaines recettes douanières depuis le coup d'État du Hamas à Gaza, ne voyant pas au nom de quoi elle devrait permettre à un mouvement qui ne reconnaît pas son existence de toucher d'importantes sommes qui pourraient servir à un réarmement massif. Les efforts de reconstruction sont extrêmement lents face à l'ampleur des dévastations qu'a fait la guerre de l'été 2014. L'enclave palestinienne est à son point le plus bas depuis 1967, quand Israël avait pris le contrôle de ce territoire lors de la guerre des 6 jours, augmentant paradoxalement le niveau de vie des Gazaouis. Le gouvernement israélien démantèle les implantations juives de Gaza en 2005, un retrait qui signe la fin du contrôle de l'enclave par l'autorité palestinienne et le début d'un règne sans partage par le mouvement islamiste Hamas. Depuis, pour des raisons de sécurité, Israël et l'Égypte imposent un blocus maritime à l'enclave. Plusieurs guerres se succèdent avec leur lot de destruction, mais la situation, que certains décrivent comme catastrophique, pousse le Hamas à contenir son intransigeance face à l'État juif. Des contacts indirects avec Israël seraient aujourd'hui engagés pour peut-être parvenir à une trêve de longue durée en échange d'une levée du blocus. La fin d'un blocus améliorerait peut-être les conditions de vie des Gazaouis, ce qui pourrait signifier que le Hamas resterait au pouvoir pour de longues années, des décennies peut-être. L'aviation israélienne a attaqué cette nuit une base militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Une riposte à des tirs qui ont touché des maisons israéliennes la veille, des dégâts matériels, mais pas de blessés à déplorer. Selon l'armée israélienne, il s'agirait de balles perdues provenant d'un camp d'entraînement du Hamas à Gaza. Et nous sommes en ligne avec notre correspondant militaire Maxime Perez. Bonjour, alors que visaient exactement ces frappes israéliennes cette nuit à Gaza ? Eh bien, ces frappes menées par un hélicoptère de combat israélien ont tout simplement pris pour cible, selon l'armée, une position du Hamas de laquelle seraient partis hier soir plusieurs coups de feu. Et ce matin, on parle de tirs de sniper, plus précisément en direction de maisons israéliennes situées en lisière nord de la bande de Gaza, dans le kibboutz Netiv Asara, qui se situe littéralement à quelques centaines de mètres de Bet Hanoun, cette localité palestinienne où sont souvent tirées des roquettes et même des obus de mortier vers ce même kibboutz israélien.
un kibboutz collé à la clôture de sécurité, au point que certaines sections de Netiv HaShara sont protégées par des parois de béton, mais ce dispositif est loin d'être imperméable. Alors justement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est joué hier sur cette frontière? Vous parlez ce matin de tirs de sniper, ce n'était pas la première version qui parlait de balles perdues. Est-ce que ça arrive souvent, ces tirs de tireurs embusqués depuis Gaza sur des maisons frontalières israéliennes? Oui, précisons que ce n'est pas tout à fait la première fois que des coups de feu tirés depuis Gaza ricochent en territoire israélien. Le plus souvent, l'armée impute ces incidents à des entraînements du Hamas, comme vous l'avez signalé. Mais cette fois, il s'agirait bien d'un acte délibéré. On parle de tirs de sniper et de cartouches d'assez gros calibre qui peuvent être tirés à une distance d'environ 1,5 km. Il y a eu quelques dégâts dans le salon d'une maison israélienne et on peut surtout dire qu'un drame a été évité puisque plusieurs enfants se trouvaient dans cette pièce au moment de l'incident. Et si ces enfants avaient été blessés ou tués même par ces tirs, nous serions certainement ce matin dans une situation assez proche de l'escalade. C'est dire à quel point le calme actuel est volatile et les habitants ne sont absolument pas rassurés. Entre ces tirs hier soir, la construction de tunnels offensifs par le Hamas et les roquettes toujours lancées sporadiquement, eh bien, les responsables des localités frontalières de Gaza demandent ce matin des comptes au gouvernement israélien. Merci beaucoup à Maxime Perez. Voilà pour ce calme fragile sur la frontière sud d'Israël. En France, cette bonne nouvelle, la natalité reste dynamique et ce malgré la crise. Pour la 10e année consécutive, le taux reste stable. Chaque jour en France naissent plus de 2000 bébés. Betsabé. Et oui, quelques bébés de plus que en 2013. En France métropolitaine, le nombre des naissances n'avait jamais dépassé la barre des 800 000 depuis 1981. Et bien, c'est chose faite. Bravo aux mamans françaises, donc, avec en moyenne 2200 naissances par jour. On peut parler d'une natalité stable et dynamique. Alors particulièrement dynamique d'ailleurs si l'on considère les naissances hors mariage. Regardez la courbe rouge qui monte de façon significative ces 40 dernières années. Voilà, et pendant que les parents français s'activent, eh bien en Europe c'est moins la forme, question natalité. Écoutez, c'est très simple, regardez les chiffres. La moyenne en France est d'1,99 bébés par femme, tandis que l'indice moyen en Europe, c'est de 1,55. Et encore, on ne parle pas de l'Espagne avec 1,27 enfants, un score chétif qui est dû à l'exode des jeunes. Ou encore l'Allemagne qui a le plus petit taux de natalité au monde avec seulement 8,2 bébés pour 1000 femmes. Entre 2008 et 2013, ça fait 0,008 enfants par femme. Alors il en faut au moins 2 pour pouvoir renouveler les générations et éviter un étiolement de la population. Voilà. Et on note également que ces bébés conservent en très grande majorité le nom de leur père, malgré le choix qui est désormais laissé aux familles. Ça, c'est une tendance aussi qui se conserve finalement. Depuis 2005, on peut garder les 2 noms, sauf que pour 83% des couples, ils choisissent de garder le nom du papa, une tradition bien ancrée. Alors les 2 noms à coller, donc ça concerne un enfant sur 10, et ça ne les arrange pas forcément, puisque maintenant on pourra même voir des enfants avec les 2 noms du papa plus les 2 noms de la maman. Ça fait 4 noms de famille en tout. Bon courage pour les gens qui travaillent dans l'administration. C'est vrai. Et à l'école aussi, on parle de rentrée scolaire, c'est pas facile. Avec 4 noms de famille. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre, Binyamin Netanyahou dans l'œil du cyclone. Les juifs orthodoxes crient à la transgression. Le Premier ministre a mangé lors d'un déplacement en Italie dans un restaurant non cachère. Mais Netanyahou est loin d'être un juif pratiquant. C'est une image qu'il s'est forgée au fil des ans pour plaire à un électorat. On en parle après un nouveau journal avec Sarah Gaudron. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous sur I24. On poursuit par ce projet de loi controversé de lutte contre le terrorisme en Israël. La Knesset l'a adopté hier en première lecture, un mois après l'incendie de Douma qui a causé la mort d'un bébé palestinien et de son père. Eh bien, le gouvernement a décidé de promouvoir en urgence cette loi qui élargit considérablement la définition même du terrorisme. Explication, Joseph Emmanuel. Faut-il élargir la définition du terrorisme? Une question à laquelle devront répondre les députés israéliens. Un projet de loi controversé qui donne ce mercredi l'occasion de mêler à la politique l'éthique et la morale. Car tout l'objet de cette nouvelle loi est de savoir ce qui relève ou non du terrorisme, à commencer par les intentions. Une intention terroriste est-elle déjà un acte terroriste?
L'objectif de la Knesset est simple, durcir la punition pour dissuader de passer à l'acte. Le projet de loi inclut dans sa définition les menaces d'une activité terroriste sans distinction entre les actes commis contre des civils ou contre des soldats. Comme à l'accoutumée, les premières voix contre se font entendre. Les leaders de l'opposition critiquent les aspects mêmes de la loi et demandent plus de temps pour l'examiner. Mais la loi trouve une oreille attentive chez les députés du parti d'opposition de l'Union sioniste. Tzipi Livni, deuxième sur la liste du parti, avait déjà soutenu le projet de loi dans la précédente Knesset. Elle ne change pas d'avis et apporte à la loi son soutien qu'elle considère comme normal pour une démocratie en charge de la sécurité de ses citoyens. Sans grande surprise, le parti d'extrême gauche Meretz devrait s'opposer au projet de loi. Sa présidente, Zahava Galon, y voit une perte de valeur et va jusqu'à parler de pouvoir totalitaire. La loi stipule que toute personne qui exprimerait sa solidarité avec un groupe terroriste sera passible d'un emprisonnement de 3 ans et de nombreuses organisations caritatives pro-palestiniennes tomberaient alors sous le coup de cette loi, certaines étant ouvertement affiliées au Hamas. Toute menace de perpétrer un attentat terroriste pourrait donc bientôt équivaloir à un passage à l'acte, ce qui selon beaucoup ne manquera pas de poser quelques problèmes, car la définition même du terrorisme varie selon le camp. Ce qu'Israël dénomme terreur est appelé résistance dans le camp palestinien, comme chez certains leaders de partis arabes siégeant à la Knesset. Du côté des défenseurs du projet de loi, on avance que les lois antiterroristes en vigueur découlent de la législation du mandat britannique, une législation antérieure à la création de l'État d'Israël. Et Benyamin Netanyahou est en ce moment dans l'œil du cyclone. Les Juifs orthodoxes crient à la transgression. Le Premier ministre a mangé lors d'un déplacement en Italie dans un restaurant non cachère. Mais Netanyahou est loin d'être un Juif pratiquant. C'est une image qu'il s'est forgée au fil des ans, peut-être pour plaire à un certain électorat. On va voir ça avec vous en tout cas, Daniel Haïk. Alors, Benyamin Netanyahou attablé dans un restaurant servant du lapin, des escargots et du homard. Sacrilège ou faute politique? Ni l'un ni l'autre, c'est une habitude de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou n'est pas un juif pratiquant, il ne l'a jamais été. Par contre, son grand-père, dont la tombe a été profanée il y a 2 jours au cimetière du Mont des Oliviers, était effectivement un rabbin très connu. Mais Benyamin Netanyahou, lui, n'est pas un homme pratiquant. C'est un homme qui a l'habitude d'aller dans des restaurants qui ne sont pas cachers et dans lesquels on consomme des aliments qui ne sont pas du tout cachers. Et ça, ce n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est qu'il le fasse alors qu'il est Premier ministre. Hein. Et lors d'un voyage officiel. Parce que, voilà, lors d'un voyage officiel, même si on peut dire qu'il il peut y avoir des parties privées pendant ce voyage. Des parenthèses. Voilà, des parenthèses. Mais là, c'était avec le Premier ministre. Ça pose problème. On va dire comme ça. Historiquement, le seul Premier ministre qui a été respectueux de la tradition, c'était Menachem Begin, hein, qui était, on va dire, respectueux du Shabbat. C'est un critère dans le monde religieux. Les autres n'ont jamais été des gens pratiquants, mais il a été instauré depuis la création de l'État d'Israël que, en public, un Premier ministre respecterait, par exemple, le Shabbat et respecterait toutes les règles de la cacheroute des aliments cachers. Et si Benyamin Netanyahou le fait aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il sent que finalement, il sait qu'au sein de sa coalition, il y a effectivement des partis orthodoxes, mais que ces partis orthodoxes le sermonneront, mais n'iront pas plus loin. Il n'a aucune chance que l'on assiste à un scénario comme celui qui s'est produit en 1976, lorsque Yitzhak Rabin était Premier ministre de l'État d'Israël, et c'est le parti national religieux qui a provoqué une crise qui a fait chuter le gouvernement de Yitzhak Rabin à l'époque, parce que des avions F-15, les premiers avions F-15 étaient arrivés en Israël après l'entrée du Shabbat. Ça avait provoqué la chute du gouvernement de Yitzhak Rabin. Alors là aussi, les orthodoxes ont crié quand même un mini-scandale. Oui, ils ont crié ils sont comme un ils ont pilier de sa crié coalition. Voilà, ils ont créé un mini-scandale, comme ils ont créé la semaine dernière un mini-scandale envers Israël Katz, le ministre des Transports, parce qu'on a déblayé les restes du pont de Ma'ariv dont on a parlé il y a une semaine pendant le Shabbat. Ouais. Alors il y a une transgression du Shabbat, c'est une habitude. On ne voudrait pas que cela se reproduise du côté du monde orthodoxe, mais on n'ira pas jusqu'à quitter la coalition gouvernementale. Alors, pourtant, pour cela. Benyamin Netanyahou cultive quand même en quelque sorte l'image d'un juif plus ou moins pratiquant, traditionnaliste. Depuis plusieurs années, on le voit avant et après chaque élection au kotel, portant la kippa sur la tête, c'est un classique. Mais il garde quand même discret, on va dire, ses transgressions du Shabbat, sur des vols peut-être, en avion, le week-end, etc. Est-ce que c'est une image qu'il s'est forgée au fil des ans pour des raisons électorales, plaire à son électorat de droite traditionnaliste? D'abord, oui, ce qui est vrai, c'est que Benyamin Netanyahou a d'excellentes relations avec le monde religieux.
religieux. Par exemple, si on va à la présidence du Conseil, eh bien on constatera que la majorité de ses conseillers sont des gens qui portent la kippa, qui sont des gens pratiquants. Il a également des relations très proches avec certains rabbins qu'il a connus et qui sont des conseillers pour lui. Mais de là à dire que Benyamin Netanyahou est un homme pratiquant, je n'irai pas jusque-là. C'est vrai que ça aide, son image aide à l'électorat du Likoud, qui est un électorat en général traditionnaliste, voire pratiquant. Cela le conforte, mais personne n'est dupe à ce jeu-là. Voilà, ces images de Benyamin Netanyahou en Italie, c'était en début de semaine. Merci beaucoup, Daniel Lake. Après des années de retard et de multiples défis, la première ville intelligente palestinienne vient de voir le jour. Objectif, accueillir la classe moyenne de Cisjordanie, à terme 40 000 personnes. En tout, dans cette ville de Rawabi, ce projet immobilier de ville futuriste est né en 2007 de la volonté d'un riche entrepreneur palestinien. Meraf Savir et Léa Volbert nous y emmènent. Il y a encore quelques années, Rawabi n'était qu'un vague projet. Aujourd'hui, les premières familles s'y installent. Nous voulions réaliser un projet avec un impact important pour la Palestine. Nous voulions nous prouver que nous pouvions construire un État palestinien. Il ne s'agit là que d'une petite partie, mais nous voulions montrer au monde notre capacité à construire et ne pas détruire. Une toute nouvelle ville au nord de Ramallah. La construction a coûté $1,5 milliard et a été financée en partie par une société privée, Massar International, mais aussi par des investisseurs qataris. Rawabi a été construite avec des pierres extraites de 7 mines qui se trouvent juste à la sortie de la ville. Les pierres sont jaunes, blanches, grises, des couleurs qui ont vite valu à la ville le surnom de Palestine d'or. Une ville financièrement accessible, entre 20 et 25% moins chère que Ramallah, avec 7 différents types d'appartements de 55 tailles différentes. Les tailles des appartements sont comprises entre 90 mètres et 220 mètres carrés. Les prix, entre $62 000 et $220 000. Les appartements sont à vendre à tout Palestinien qui souhaite acheter en Palestine. Nous ne visons pas un public étranger, car il s'agit avant tout d'un projet pour le peuple palestinien. Ils recherchaient quelque chose de plus développé, sophistiqué et essayaient d'améliorer leurs conditions de vie. Ils méritent mieux et ils obtiendront mieux. Quand tout sera terminé, Rawabi sera constitué de 23 quartiers différents, de son propre système scolaire, d'un centre médical de plusieurs étages, d'un centre-ville avec des cinémas, d'une piscine, d'un spa, d'un hôtel et d'un centre de conférence. Jusqu'ici, 2 quartiers avec en tout 600 logements sont prêts à être habités. 2 autres quartiers sont en cours de construction et les sites des 5e et 6e quartiers sont en cours d'aménagement. Comme des dizaines d'autres personnes, Khaled et sa famille ont emménagé il y a déjà plusieurs semaines. Souvent, ils comparent l'endroit à une ville fantôme. Sa famille et lui ont signé leur contrat il y a 2 ans. Sur cette photo, on peut lire « J'ai acheté une nouvelle maison à Rawabi ». Aujourd'hui, si à l'extérieur de leur appartement, les travaux continuent, à l'intérieur, ils sont chez eux. Quand j'arrive chez moi et j'ouvre la porte d'entrée, je me sens à l'aise dans ma maison. Les enfants peuvent jouer devant la porte, tout va bien. Même les constructions à côté de la maison ne me dérangent pas. Khaled est ingénieur civil et connaît l'ampleur des travaux que nécessite un tel projet. C'est la première fois que j'ai affaire à un chantier aussi imposant, des projets monumentaux en territoire palestinien. C'est un bon exemple pour les Palestiniens qui réfléchissent et ont des ambitions pour l'avenir. Une ville qui devrait se développer pendant encore plusieurs décennies. On reste au Moyen-Orient, mais on s'arrête à présent sur une série télé. Le dernier épisode de la saison 2 a été diffusé cette nuit sur les écrans américains. C'est un succès considérable, ça s'appelle Tyran et il s'agit probablement de la série la plus proche orientale de toutes les séries américaines. Julien, vous nous rapportez les images. D'abord, il faut dire que vous êtes accro. Je suis accro, je n'ai pas encore vu le dernier épisode parce qu'il a été diffusé cette nuit aux États-Unis et quand on fait le morning, on ne peut pas se coucher tard, mais je le verrai très bientôt. Donc pourquoi cette
c'est une série proche-orientale tout d'abord parce que son créateur n'est autre que Gideon Raff, le créateur de Khatoufim et de Homeland, un Israélien maintenant bien connu à Hollywood. Alors l'histoire c'est quoi? Ce sont deux frères qui ont grandi dans une dictature arabe, deux princes, parce que c'est leur père le dictateur. Bassam, l'un des deux, lorsqu'il devient adulte, quitte la dictature pour s'installer aux États-Unis. Au premier épisode de la première série, il revient pour le mariage de son neveu. C'est la première fois qu'il revient dans son pays natal. Il pense qu'il va rester quelques jours. Ça va vite se compliquer. Il va devoir reprendre part à la dictature. Et la première saison a presque été entièrement tournée en Israël jusqu'à la guerre avec plusieurs acteurs israéliens. Regardez, donc ça c'est les deux frères à l'écran. Et l'un des deux, celui qui est à droite, est un arabe israélien. Barbara, vous reconnaissez peut-être la promenade de Tel Aviv en bas, vrai, exactement, en bas de l'hôtel là où c'était tourné. Exactement. Une autre actrice israélienne, Moran Atias, qui est une top modèle israélienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est également bonne actrice. On regarde la bande-annonce. On en parle après. Fauzi, it's Barry. I'm coming for my nephew's wedding. I'm not going. You're going. Promise me we'll come back. What? Promise me we'll come back. Little brother. Shema? 20 years. Congratulations on the wedding. Listen, after everything I've given the people, they're still not satisfied. We should get to the hotel. They're staying in a hotel? It's complicated. Terrorists are planning to attack the wedding. Make sure he understands there will be consequences if he can't control his own people. I pay you to control the league. I can only do what I can do. I tried talking to him. Not hard enough. Any idea what's happening here, Bassam? Your father claims that he's defending us from the Brotherhood and the Zionists. What does he want from me? I'm a pediatrician. You're an Al-Fayed. They are your family. Yes, that's why I left. You ran away from your father when you were 16, and you're still running. L'autre extrait. Voilà, on l'aura tous remarqué, hein, c'est l'histoire qui rappelle étrangement celle de Bachar al-Assad, lui aussi médecin à Londres, obligé de revenir en Syrie contre son gré. J'ai pris quelques exemples pour illustrer à quel point cette série rappelle Bachar al-Assad. Vous le savez, il y a 2 ans, Bachar al-Assad a gazé sa propre population. Ouais. Et regardez justement dans cette dictature, dans la saison 2, dans cette série, comment il s'occupe de la rébellion laïque. Extrait. What? The military. They're jamming our phones, they're getting out of man. I don't understand. Yeah. Listen up, everyone. We need to get to shelter right now. Don't ask me any questions, just go. Now! Come. No secret that the Western powers and their media outlets have been waging a crusade against us, trying to undermine our government. Voilà, encore une fois, comme Assad avait dit, c'est la faute de l'Occident, nous n'avons pas d'armes chimiques. Et la ressemblance ne s'arrête pas là, vous le savez. Au début, on parlait beaucoup de cette rébellion laïque en Syrie, cet espoir de démocratie. Et avec le temps, la rébellion islamiste, l'État islamique a pris le dessus. Et regardez justement, après ce gazage de population dans la série, regardez ce que fait le rebelle, le chef de la rébellion laïque. Regardez comment il réagit. 50, 60, 70. I am Iyab Rashid. Son of Sheikh Rashid, son of Abu Din, humble servant of God. Our so-called government thought they had finished me. Jamal al-Fayed thought he had finished me. But Jamal al-Fayed only strengthened my faith, and so now I have sworn allegiance to the army of the Caliphate. Good people of Tal Jiza, I've come home to liberate you from his apostate rule and from his collaborators. Voilà, on l'a dit, c'est une série tournée en partie ici en Israël et même ici quoi. Oui, regardez ces images, Barbara, vous allez peut-être les reconnaître, ça vient de la saison 1. Est-ce que vous reconnaissez le fond
C'est difficile à voir. C'est difficile à voir, mais vous allez voir dans quelques secondes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il est sur le haut, il est sur le bord de l'eau. Non, remettez peut-être les images pour qu'on puisse voir la fin. C'est ici en bas des studios. C'est derrière vous. Voilà, exactement. La mer qu'on voit derrière, voilà. Ce sont les studios I24. Ils ont tourné en bas de notre bâtiment l'an dernier. Ça s'appelle Tyran. Merci beaucoup. À suivre, on l'appelle l'Oscar Schindler d'Irak. Steve Maman est un homme d'affaires canadien, mais il vient en aide aux minorités yézidis et chrétiennes capturées par Daesh. On en parle juste après un nouveau journal avec Sarah Gaudron. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on l'appelle l'Oscar Schindler d'Irak. Steve Maman est un homme d'affaires canadien, passionné d'automobile, mais depuis plusieurs mois, il se voue à une autre cause, celle des minorités yézidis et chrétiennes capturées par Daesh. Alors Maël Benoniel, vous êtes rendu sur place en Irak. On va regarder les images que vous nous rapportez et on va en parler juste après. Très bien. Ce sont les chefs yézidis des villages de la région du Sinjar, au nord-ouest du Kurdistan irakien. Ils sont tous là, ou presque. Car il y a un an, quasiment jour pour jour, les djihadistes de Daesh passaient à l'offensive ici même. Le groupe État islamique prenait aux forces kurdes cette région montagneuse, berceau historique du peuple yézidi. C'était le 3 août 2014 quand Daesh a commencé à nous attaquer. Je ne voulais pas y croire. Mais pour moi, il n'a jamais été question de m'enfuir. Je resterai, quitte à mourir, mais je me tiendrai à côté de mon peuple et je combattrai. Cette bataille perdue déclenchera l'intervention de la communauté internationale et les frappes aériennes de la coalition contre les positions du groupe terroriste. Mais le mal est déjà fait, des centaines de yézidis sont massacrés pendant les combats. Plus de 7000 autres deviennent prisonniers des djihadistes de l'EI. Les hommes sont convertis de force à l'islam ou exécutés. Les femmes réduites à l'esclavage sexuel. Cette jeune maman de 2 enfants en bas âge est l'une d'entre elles. Pendant près d'1 an, elle subit les sévices des djihadistes de l'État islamique. Nous la rencontrons dans le camp de réfugiés de Kabarto, à quelques kilomètres de la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak. La jeune femme de 23 ans nous confie son calvaire. En tout, j'ai été vendue à 3 hommes différents pendant cette période. J'ai été mariée de force à l'un d'entre eux. Avec les 2 autres, j'étais leur esclave sexuelle. Pendant que j'étais violée, mes enfants, eux, se faisaient frapper. Après, je suis tombée malade. Alors ils ont décidé de me revendre à ma famille. Et c'est de cette façon que son cauchemar prend fin. Une association qui a pour but de libérer les femmes et les enfants yézidis et chrétiens d'Irak, otages de Daesh et vendus comme esclaves dans la région, donne l'argent nécessaire à sa famille. Le CYCI a été fondé par Steve Maman, un Canadien d'origine marocaine surnommé pour son action en Irak, le Schindler juif. Sfian fait partie avec d'autres de l'équipe du CYCI qui l'a rejoint il y a quelques semaines. Ce yézidi kurde était présent lors de la libération de la jeune femme et de ses 2 enfants. On ne donne aucun argent tant qu'on n'a pas parlé avec la famille. Après, on se rend avec elle pour la libération, des fois à la frontière turque, des fois à la frontière syrienne, des fois près de Mossoul. Cela fait partie des conditions du CYCI. On doit être en présence de la famille afin d'être sûr que quelqu'un a été kidnappé. Et on filme la réception, ce qui constitue la preuve du kidnapping. 130 personnes ont jusqu'ici été libérées grâce aux efforts de cette association bienveillante. Un chiffre qui malgré tout n'échappe pas à la critique, car pour certains, cette organisation serait illégitime et participerait malgré elle au financement du terrorisme dans la région.
Mais pour toutes ces femmes et ces enfants rachetés à Daesh, la liberté n'a pas de prix. Voilà, ces images que vous signez pour ce reportage exclusif I24. Alors, vous êtes journaliste israélien. On se sent comment quand on est israélien au cœur de l'Irak, au cœur des lieux de combat avec Daesh? Oui, écoutez, il faut d'abord préciser que c'est à quelques heures d'avion de Tel Aviv. On se retrouve effectivement en Irak, en République d'Irak et plus précisément dans le Kurdistan irakien. Alors comment on se sent? On se sent bien. Enfin, en tant que moi, journaliste, reporter, c'est mon métier, donc je me suis bien senti, même s'il y a eu quelques moments de crainte et un petit peu de pression, notamment sur la route en allant vers les lignes de front et dans cette région qu'on voit dans le reportage, la région du Sinjar, qui est le berceau historique du peuple yézidi. Mais vous avez été particulièrement bien accueilli par ces yézidis, c'est assez surprenant, ça vous a surpris? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est quelque chose, je m'y attendais pas vraiment en fait, mais le reportage n'en parle pas, mais le peuple yazidi se reconnaît dans le peuple juif, si vous voulez, se compare à lui, puisque lui aussi subit un génocide de la part de Daesh, mais aussi des autorités kurdes. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir qu'ils sont très fascinés par le peuple d'Israël et qu'ils se considèrent véritablement comme nos frères. Alors un mot sur Steve Maman, cet homme d'affaires canadien qui vient en aide à cette minorité. Il faut souligner qu'il agit de sa propre initiative, sans concertation aucune, ni avec les forces de la coalition, ni avec les forces kurdes ou irakiennes. Et ça a créé la polémique parce qu'on le comprend dans le reportage, pour faire libérer ces yézidis des mains de Daesh, il donne finalement une rançon à l'État islamique. Oui. En fait, lui, l'argent qu'il va donner, c'est à la famille de ces victimes de kidnapping et donc qui va permettre à la famille de libérer leurs membres kidnappés, leurs proches par Daesh. Donc oui, j'étais pendant 3 jours avec ces équipes sur place. Ils m'ont présenté des victimes et des gens qu'ils ont pu libérer, et ils m'ont expliqué tout le processus de comment on arrive à libérer des femmes et des enfants des mains de Daesh. Et ce sont des hommes très sérieux, et même des femmes aussi très sérieuses, qui font un travail extraordinaire, et c'est le plus important pour le peuple yézidi, c'est de voir leurs enfants et leurs femmes libérés des mains de Daesh. Ouais. Merci beaucoup Maël. Toutes les images et un reportage plus long sera consacré à cette histoire bientôt sur notre antenne. Voilà, et on parle à présent d'une exposition. Ça se passe en Israël. C'est un musée islamique consacré à la garde-robe dans le Moyen-Orient. Regardez ces très belles images. Au musée d'art islamique de Jérusalem, une nouvelle exposition invite le public israélien à revisiter le passé. Un pèlerinage assez différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce mois-ci, 5000 Israéliens ont visité l'exposition. J'ai été très touché. Tiraz, la broderie locale, est une exposition unique au monde de costumes traditionnels palestiniens datant d'avant la création de l'État d'Israël. À travers les vêtements méticuleusement préservés, ce sont les caractéristiques de la vie arabe en Palestine mandataire qui émergent. Mais conformément à l'intitulé de l'exposition, ce sont les femmes palestiniennes qui sont à l'honneur. Certains éléments sont présentés ici pour la toute première fois, comme cette robe de mariée brodée en provenance de Ramallah. Comme chacun des vêtements présentés ici, elle a été faite à la main. La plupart des objets que vous pouvez apercevoir ici sont des robes faites spécialement pour des fêtes et plus particulièrement pour des mariages. Des robes qui ont été portées par des femmes musulmanes et chrétiennes d'un peu partout dans la région. Pour moi, personnellement, en tant que juif travaillant au musée d'art islamique, je trouve qu'il est très intéressant de pouvoir admirer ces chefs-d'œuvre qui ne correspondent pas aux œuvres plus typiquement exposées de l'art islamique. En effet, il ne s'agit pas là de la seule surprise sur les femmes palestiniennes que l'exposition réserve. Tout le monde pense que les femmes palestiniennes sont primitives.
inactive. À travers cette exposition, les gens découvrent que les femmes palestiniennes sont au contraire très actives et très productives, qu'elles sont des artistes. Traditionnellement, la broderie était enseignée de mère en fille et ces robes étaient ensuite fabriquées par les filles, de jeunes filles, pendant les 5 à 6 ans précédant leur mariage. Souvenez-vous que les jeunes filles de l'époque se mariaient vers l'âge de 15-16 ans et que donc ces robes étaient fabriquées par des petites filles de 12 ans. Les objets présentés dans cette exposition appartiennent à un collectionneur privé, Manuel Kledman, qui a déjà permis à certaines de ses œuvres d'être exposées auparavant en Israël. Mais dans un pays où la culture est de plus en plus politisée, quelle est la place d'une exposition sur l'héritage palestinien ? Au départ, j'étais anxieux de voir comment une telle exposition pouvait être accueillie par le public israélien ou par le public juif. Moi, je suis un arabe palestinien originaire de Galilée. Nous tous ceux qui sont dans le métier de l'art en Israël, nous sommes soucieux des politiques qui pourraient nous empêcher de faire de l'art et de le présenter au public. Mais pour chaque mission périlleuse, l'aide divine est toujours la bienvenue. La tiare que vous pouvez apercevoir ici était portée par les mariés pendant la cérémonie du mariage et était utilisée comme épouvantail. Le but était de repousser d'éventuels démons pouvant mettre en danger la mariée. À jamais festifs, ces habits matrimoniaux font perdurer la mémoire palestinienne, comme un rappel d'une époque où les fêtes et les femmes avaient un rôle plus important dans la société palestinienne. Direction les États-Unis, Barack Obama continue de détonner par son style et sa com. En visite en Alaska pour discuter changement climatique, eh bien, le président américain a annoncé qu'il va en profiter pour participer à un épisode d'une émission de télé-réalité. Léa Volbert, vous nous en dites un petit peu plus. Exactement, il en a fait son combat de fin de mandat. Obama est dans la dernière ligne droite avant les élections de 2016. Il a choisi de miser, entre autres, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour ce faire, comme vous l'avez dit, le président américain ne recule devant rien. Pendant son déplacement en Alaska, il a annoncé sur son compte Twitter qu'il participerait à une émission de télé-réalité. Cette émission, c'est Running Wild, présentée par l'aventurier britannique Bear Grylls. Ce sera diffusé cet automne sur la chaîne NBC et retransmis en France un petit peu plus tard. Alors, le concept, une célébrité se joint à l'animateur Bear Grylls dans une région particulièrement touchée par le dérèglement climatique. Le panel de célébrités est très large. En l'occurrence, ce sera Barack Obama, mais avant lui, il y a eu par exemple l'actrice Kate Winslet ou Zac Efron, par exemple. Et il s'agit ensuite de survivre dans ces territoires particulièrement hostiles. Pendant combien de temps ? Pendant 48 heures. Et Barack Obama va jouer le jeu. Pendant 48 heures, Barack Obama va jouer le jeu. L'animateur va donner des cours intensifs de techniques de survie au président. C'est un peu l'équivalent de Koh-Lanta, sauf que, bien entendu, ce candidat, pas exactement comme les autres, ne pourra pas tout faire. Et le porte-parole de la Maison-Blanche, John Ernest, a précisé que certaines propositions avancées par l'équipe de Bear Grylls n'ont pas été approuvées par les services secrets américains, bien entendu. Évidemment, tout cela va être strictement contrôlé d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue d'image également. Voilà, mais cette visite en Alaska est importante. Vous l'avez dit, le climat va être sans doute la priorité de la fin de mandat de Barack Obama. Et le climat, de manière générale, est un dossier prioritaire au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Hein. Exactement, c'est une annonce qui tombe à 3 mois de la tant attendue COP21, la conférence internationale sur le climat à Paris. Alors les enjeux du dérèglement climatique sont considérables et ça tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne. Cette conférence, la COP21, donnera l'occasion aux grandes puissances d'avancer des solutions concrètes. Washington a par exemple annoncé qu'il allait réduire de 26 à 28% ses émissions de CO2 d'ici à 2025. Lors de son déplacement en Alaska, Barack Obama a déclaré « Je suis venu aujourd'hui en tant que leader de la première économie mondiale et du second plus grand émetteur de gaz à effet de serre ». Il a ajouté que les États-Unis étaient prêts à assumer leurs responsabilités. Merci beaucoup, Léa. Et toujours au chapitre écologique, les centrifugeuses ne servent pas seulement à enrichir de l'uranium. En Israël, une entreprise utilise l'énergie nucléaire pour stériliser les mouches afin de protéger les récoltes. Regardez comment ça marche. C'est un reportage signé Benjamin Le Souef. L'énergie nucléaire recèle bien des applications.
Dans la vallée du Jourdain, à quelques kilomètres de la frontière jordanienne, la société Bayobi utilise cette technologie au service de l'agriculture. Une technique destinée à lutter contre les différents parasites comme la mouche méditerranéenne. Ce parasite, commun sur tout le bassin méditerranéen, abîme les fruits et les légumes. La société utilise l'énergie nucléaire pour stériliser les mouches. C'est une technologie supportée par l'AIEA parce que nous utilisons du matériel radioactif. Ça n'est pas dangereux, c'est très sûr et nous avons beaucoup de contrôle pour vérifier que rien ne se passe d'anormal. À un certain stade de la production, les femelles sont éliminées. Les larves des mâles sont irradiées. Une fois la maturité sexuelle des insectes atteinte, ils sont envoyés en masse sur les zones envahies. Les mâles stérilisés fécondent les œufs des femelles, des œufs qui ne donneront pas de nouvelles mouches. Le problème disparaît donc dès la génération suivante. Une manière d'éviter l'utilisation de pesticides. C'est une manière de faire une agriculture qui réduit l'utilisation des produits chimiques pour la santé des fruits et pour la santé des êtres humains. Des techniques au service d'une agriculture naturelle qui ont déjà porté leurs fruits en Israël comme à l'étranger. La société a envoyé 380 millions de mouches en Croatie pour lutter contre la pandémie méditerranéenne. L'effet a été spectaculaire. En utilisant les insectes, Bayobi fait le choix d'une méthode radicalement écologique et offre une alternative à l'utilisation quasi généralisée des pesticides dans l'industrie agricole, un marché qui, selon l'Observatoire des résidus de pesticides, représente aujourd'hui 40 milliards de dollars dans le monde. À suivre, c'est la rentrée et on est tous encore un peu engourdis par les vacances. Alors comment se remettre en forme? Mémoire, régime, course à pied, plusieurs applis sont là pour nous aider. Explication après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On va parler cinéma dans un instant avec la Mostra de Venise et vous, Laetitia. Et puis de ces applis qui vont nous permettre de nous remettre en forme. Hein. Vous ne froncerez pas les sourcils, c'est la rentrée. Très content, on est un peu fatigué. Vous allez nous aider à faire ça. Mais avant cela, un mot de sport. L'US Open, suite à New York ces derniers jours. 3 joueurs en vedette. Murray, Federer et le Français Gasquet. Et des scénarios très différents. On voit ça avec Jean-Charles Banoun. C'est le premier choc de cette US Open. Andy Murray, l'un des meilleurs joueurs actuels du circuit, et le jeune talent au délit de sale gueule, l'Australien Nick Kyrgios, auteur de coups sensationnels, mais qui a fait parler de lui récemment pour ses propos insultants envers Wawrinka qui lui ont valu d'être sanctionné par l'ATP. Murray s'est montré dominateur la plupart du temps, mais Kyrgios a bien réagi en remportant la 3e manche, poussant l'Écossais à un 4e set qu'il a su dominer en faisant parler l'expérience face au jeune talent d'à peine 20 ans de Kyrgios. Andy Murray va dérouler dans la 4e set pour conclure et se qualifier sans problème pour le tour suivant. 7-5, 6-3, 4-6, 6-1. Premier tour beaucoup plus simple pour l'un des chouchous du public américain, le Suisse Roger Federer. Victoire en 3-7 sans trembler face à l'Allemand Florian Mayer. Federer, qui arrive en grande forme sur le ciment américain, sera l'un des favoris de cette US Open. Il a souffert et il a fini par craquer. Le jeune talent australien Kokkinakis, qui n'a même plus la force de servir dans la dernière manche. Il a pourtant dominé le Français Gasquet, menant 2-7-1, puis des crampes terribles qui l'empêchent de finir le match et le poussent à abandonner dans le 5e set. Grosse colère de ce jeune talent Kokkinakis et soulagement pour Richard Gasquet qui a sans doute envisagé la défaite en début de match.
Voilà pour l'US Open du cinéma. À présent, hier, coup d'envoi de la 72e édition de la Mostra de Venise. Laetitia, avec un film à grand spectacle qui a donné le ton. Tout à fait, ça y est, c'est parti pour 10 jours de compétition pour obtenir ces fameux lions d'or, d'argent et de bronze. Ce sont les récompenses d'un festival les plus vieilles du monde. Alors ça a commencé avec la projection d'Everest qui a permis au tapis rouge de briller de mille feux. Jake Gyllenhaal, Josh Brolin et sa femme. Tout le casting du film était présent. Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, a espéré que le film présenté hors compétition à l'ouverture du festival connaisse la même fortune que les précédents Gravity d'Alfonso Cuarón, qui est le président du jury de cette 72e édition de la Mostra, et d'il y a 2 ans pour Birdman, futur Oscar du meilleur film l'an dernier. La compétition a aussi débuté avec le film sur des enfants soldats en Afrique. Ça s'appelle Beast of No Nation. C'est produit par Netflix. C'est réalisé par le réalisateur de la série True Detective qui s'appelle Carly Fukunaga, et c'est interprété entre autres par l'acteur britannique préféré de Betsabé, Idris Elba. Regardez en image. Shh, they are coming. Everybody be quiet, they are coming. Map this victory. Take it out. Go ahead and bring me my charge. Agu! Agu! Agu, you are going to kill this man. Agu, these are the ones that killed your family. Eh? That killed your mother. Agu, go on. Agu. These are the ones, the dogs that killed your father. That is your family's blood. Chop him! Alors voilà pour ce film présenté, et vous l'avez dit, il a été produit par Netflix. C'est la première fois qu'un film est entièrement produit par ce réseau de diffusion en ligne. Ça fait polémique dans le monde du cinéma et ça va peut-être bouleverser aussi le fonctionnement du cinéma. C'est une nouvelle ère dans la distribution cinématographique. Certains pensent que ça annoncerait même la fin des salles obscures. C'est d'ailleurs les plus grands réseaux de distribution aux États-Unis ont refusé de diffuser Beast of the Nation faute de première exclusivité dans les salles, comme c'est le cas pour la plupart des films produits pour le grand écran. L'industrie du cinéma ne s'en prépare pas moins à ce que ce mode de diffusion devienne la norme pour nombre de films dans un avenir très proche. Le film sortira donc en simultané au cinéma et sur Internet en octobre. C'est révolutionnaire. Voilà. On parle de quoi d'autre ? On va aussi, demain, grand événement à la Mostra de Venise. Johnny Depp va présenter son dernier film hors compétition, Black Mass. Il va donc fouler le tapis rouge. Ça fait un brin de temps qu'on l'a pas vu Johnny Depp faire la promotion d'un film. Et il va surtout être accompagné de sa femme, l'ex-mannequin Amber Heard, qui elle-même est en compétition avec un film extrêmement attendu qui s'appelle The Danish Girl. Ils se sont mariés, tout à fait, avec Amber Heard qu'il a rencontré sur le siège. Pour retenir l'information la plus pertinente. Non, je savais pas. Il s'est pas marié pendant 14 ans avec Vanessa Paradis, mais il s'est marié au bout de 6 mois avec Amber Heard. Donc voilà, elle qui présente The Danish Girl, qui est donc un film très attendu sur la transformation d'une femme, la transformation en femme, d'un peintre danois dans les années 1920. C'est presque l'histoire de Caitlyn Jenner, mais voilà, dans les années 1920, c'est par le réalisateur Tom Hooper qui a été oscarisé
pour le discours d'un roi. Voilà. Et donc voilà, ça c'est ce soir. C'est demain. C'est demain. Et on en parlera évidemment demain matin. Dès demain. Avec grand plaisir. Laetitia, merci beaucoup. On continue de suivre cette Mostra avec vous tous les jours. Et puis je vous le disais, c'est la rentrée et on est tous encore un peu engourdis par les vacances. Alors comment se remettre en forme? Plusieurs applis vont nous aider. C'est physique mais aussi pour l'esprit. Betsabé, allez-y. Je suis tout. Je vais préparer un petit cocktail. Alors en parlant de cocktail, votre cerveau est un peu endormi, donc on l'a dit, par la plage, sans doute le soleil, peut-être même passer en mode pastis. Alors pas facile de passer de ça. Pas facile de passer de ça donc à ça. C'est moins rigolo. C'est moins rigolo, effectivement, et ça demande un petit peu plus de concentration. Alors, pour vous remettre dans le bain et booster vos neurones, justement, je vous présente Elevate. C'est une application américaine qui se présente comme un programme, en fait, d'entraînement cognitif. Mais attention, de façon ludique. Concrètement, c'est une série d'exercices pour travailler les compétences de votre choix. Alors, ça peut être la mémoire, la précision, l'agilité, la concentration, et ça vous permettre d'améliorer vos capacités d'analyse et de communication, les filles. Et puis en plus, c'est une application qui est 2 en 1 puisqu'elle est entièrement dans la langue de Shakespeare et donc elle vous permet de faire perfectionner. En plus, on travaille son anglais. Votre anglais. Bravo, déjà, voilà. Barbara les fatiguée, rien que d'y penser. Alors, vous voulez rafraîchir ou améliorer justement vos connaissances. Voici à présent BEEDEEZ, B-E-E-D-E-E-Z, une appli qui propose des leçons en fait sous forme de quiz. Alors, à picorer sur son smartphone pour développer sa culture générale. Vous pouvez faire ça en attendant le bus. Barbara, peut-être au feu rouge, quand vous crevez un pneu. Alors, vous avez comme exemple de programme 24 minutes par jour à la machine à café. Ça vous convient peut-être, Laetitia, je ne sais pas. Vous pouvez même en faire 2 par jour comme ça. Et on choisit le thème en fait qui nous convient. Exact. C'est ça. Alors voilà, une fois qu'on est super concentré, super précis, qu'on a rétabli la mémoire comme on la voulait, on s'occupe de notre corps, lui aussi un peu fatigué par les vacances. On s'occupe de son corps, de votre corps, de son corps. Pour celles et ceux qui ont mis leur régime un peu de côté pendant les vacances, que personne ne se sente concerné sur le plateau, il n'est pas trop tard. Alors, vous n'aimez pas faire vos régimes seuls. Voici mon coach minceur. C'est le nom d'une application, un véritable coach qui nous motive en fait au quotidien. Un coach polyvalent puisque cette appli nous sert à la fois de journal intime et de calculatrice de calories. Alors, ça vous dit combien vous en avez ingurgité, combien vous en avez brûlé même. Courbe de poids aussi, toujours très important pour la motivation. Et puis un coach qui est, comme on les aime, accessoirement très collant. Il est possible de recevoir des alertes motivation, de presser un SOS fringale pour nous aider à éviter les écarts. Mais ce genre d'application, on l'utilise au début, les premiers jours, on est super motivé, on rentre tout, etc. Écoutez, apparemment, ça a marché pour vous, Laetitia, d'après ce que je vois. J'ai jamais utilisé l'application. Alors, rien de tel, en tout cas, pour aider la courbe, justement, de minceur à redescendre avec un peu de sport. On le sait, ça nous fatigue rien d'y penser, ça aussi, notamment la course à pied, qui est pas mal comme sport, sauf que la course à pied tout seul, c'est pas évident quand on ne sait pas très bien s'y prendre. Attends, comment on respire? Ah ouais. Non, merde. Oh, une meuf. Redresse-toi. Comment on fait pour enlever un point de côté déjà? Ouais, pas mal. Allez, demain je m'y mets. Courir, allez, go, fonce. Ouais, non, le mois prochain je m'y mets. Ah putain, ça va bien faire 20 minutes que je cours là. Seulement 5 minutes. Non, ça va pas, j'arrive pas à respirer. Ah ouais, mais c'est tout moi. J'arrive plus à respirer, je m'arrête. Alors que vous soyez débutant justement ou aguerri, Runtastic est faite pour vous. C'est l'application idéale pour la course à pied. Runtastic, donc run comme to run et puis tastic exactement. Voilà. L'appli met à disposition des programmes donc d'entraînement en fonction de votre niveau, calcule la distance que vous avez parcourue, votre fréquence cardiaque pour les hypochondriaques et puis elle vous coach même en direct et vous pousse à dépasser votre propre record en calculant vos distances d'avant. Et n'oubliez pas la fameuse courbe minceur, elle s'y trouve aussi, tout comme le nombre de calories brûlées.
Alors la clé de tous ces exercices, aussi bien intellectuels que physiques, ça reste quand même un bon sommeil. Alors avant de se quitter, une dernière appli pour la route, c'est e-sommeil qui vous donne des conseils pour améliorer votre sommeil. Donc tout d'abord, il faut arrêter de travailler dans une émission matinale. Ça c'est moi qui le dis. Quant à e-sommeil, il faut placer le smartphone en mode avion sur votre oreiller afin qu'il enregistre les vibrations de votre cerveau, vos mouvements en fait. Et comme ça, il va vous réveiller quand c'est le moins pénible pour vous de vous réveiller entre 2 cycles. Et en plus, il vous facilite l'endormissement. Il va vous envoyer de la musique relaxante, un jeu de lumière, etc. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est vous faire des câlins. Bon, allez, on s'y met. Merci beaucoup. C'est pas gai la rentrée, hein. On se met au régime, on se met au sport, on fait travailler notre esprit. Mais c'est génial de courir, c'est génial. Vous mettez de la bonne musique dans les oreilles. Merci beaucoup. Vous pouvez aller au cinéma. C'est vrai. C'est bon pour les régimes. Direction Cuba, pour finir. Depuis la normalisation entre les États-Unis et l'île, eh bien les rapprochements ont lieu dans tous les domaines, même artistiques. Et il faut désormais compter avec le politique. Food, comment la table relie les peuples. C'est le récit de Daniel Campos avec David Combin. L'ouverture gagne aussi les tables. À Cuba, une nouvelle vague de restaurants privés balaye la capitale. En quelques années, une cuisine appétissante et innovante a fait son apparition dans des décors évocateurs. Ces nouveaux restaurants, aussi connus sous le nom de paladares, fleurissent un peu partout dans le pays et particulièrement à La Havane. Ils sont une des conséquences du programme de réforme économique de Raúl Castro. En dépit des difficultés, rareté des ingrédients ou absence d'ustensiles de cuisine, les paladares arrivent à proposer le meilleur de la fusion des cuisines cubaines. Moros y cristianos, arroz con polo, sopa negra et le fameux sandwich cubain que l'on peut apercevoir dans le film Chef. Tout cela en combinant la cuisine traditionnelle taïno, la cuisine espagnole, africaine, mais aussi caribéenne. Grâce à la reprise des relations diplomatiques et l'arrivée de touristes américains à l'horizon, les cuisiniers et chefs cuisiniers cubains s'attendent aussi à un afflux de nouveaux ingrédients. Grâce à cette collaboration et ce partage d'expériences avec leurs contreparties américaines, les chefs cubains se préparent à relever les challenges à venir. Nous voulions faire un échange de culture. Il est très important que nous puissions communiquer avec d'autres chefs venant d'endroits différents comme Cuba. Je trouve que c'est un endroit génial, riche culturellement parlant, et je voulais en savoir plus sur leur cuisine. La semaine dernière, la visite de Miami par une poignée de chefs cubains à la recherche de nouvelles recettes, mais aussi de connaissances sur comment réussir à faire fonctionner une opération de grande envergure, a démontré que les relations de cuisine étaient en cours d'amélioration entre les deux pays. D'autant plus que les chefs américains ont eux aussi montré un intérêt grandissant pour la cuisine cubaine. Dans tous les restaurants où nous avons été, j'ai vu une bonne coopération. Ils nous ont offert le meilleur des soutiens et le plus grand contentement. Le fait est qu'être chef, c'est aussi savoir comment gérer son budget, savoir comment faire les achats et comment tirer parti des aliments, d'une manière ou d'une autre. D'après l'avis de nombreux experts, un repas moyen cubain serait plus sain qu'un repas moyen américain. Le taux d'obésité cubain est aussi moins important que celui aux États-Unis. Mais alors, les Cubains devraient-ils prendre les habitudes alimentaires américaines ou devraient-ils juste apprendre à cuisiner les plats typiques américains pour contenter les touristes étroits d'esprit qui ne souhaiteraient pas goûter la cuisine locale? Quoi qu'il en soit, la fin du blocus ainsi que l'arrivée de touristes américains en masse sur l'île pourrait avoir de fortes conséquences sur les habitudes alimentaires des Cubains. Des études sont déjà en cours. Voilà pour la belle île de Cuba. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dès demain. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.